Alexandre qui va présenter les résultats. Le processus de conception et le cadre d'évaluation. On avait dit qu'on ferait un cadre d'évaluation, donc il a fallu s'attaquer à ça à un moment. Ce que je vais vous présenter, c'est le travail les résultats du stage de Romain Battini, qui n'est pas présent aujourd'hui. Et on a Tatiana Reyes en studio aussi, qui pourra répondre à certaines questions sur la conception, si jamais j'y arrive pas ou si jamais je vais. La méthodologie qu'on a utilisée pour prendre le processus de conception, premièrement, on a réalisé des entretiens avec les concepteurs. De la même manière, on a réutilisé en fait la catégorisation d'acteurs que vous avez vu juste avant. Nous, du coup, on s'est concentré uniquement sur les concepteurs. On est arrivé avec, on s'est concentré sur un système technique donné à chaque fois, celui que le concepteur préférait. Donc là, ici, on est arrivé avec un diagramme SADT et on essayait de remplir avec eux le diagramme. Ensuite, on retranscrivait les entretiens et on identifiait un certain nombre de critères. Donc là, on avait mis en place une méthode à base de pattes collaboratives dans laquelle on mettait des balises qui permettaient d'avoir, ça faisait beau, ça mettait des couleurs, mais en réalité, c'est surtout, on passait ça dans un bout de code et ça nous permettait de sortir du coup une liste de critères. Une liste de critères, d'indicateurs, de méthodes d'évaluation. Voilà, indicateur et table de conception. Ce qui nous a permis, du coup, on a développé une méthode basée sur la théorie CK de conception pour sortir une espèce de diagramme. Je ne sais pas encore sur quoi ça va servir, mais c'était utile pour en tout cas sortir les critères et les indicateurs. Et c'est ça qui nous intéressait. Il y avait aussi une analyse critique du coup des entretiens pour voir quel était le processus de conception. Qui a été fait du coup en parallèle. Du coup, sur le processus de conception en lui-même, qu'est-ce qu'on voit? Il est différent du processus de conception classique. On part d'un besoin réel, ensuite on fait une idéation et une recherche documentaire. Il va y avoir un prototypage, une implémentation, une documentation et beaucoup de boucles de rétroaction. On pourra anticiper que, voilà, si vous avez des questions, on pourra discuter par exemple. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas de conception primaire, il n'y a pas de conception détaillée. Par contre, la clarification de la tâche, elle prend beaucoup plus de temps, généralement. Il y a un gros travail, il y a beaucoup plus d'idéation et de recherche documentaire. Et tout ce qui est essai prototypage, en fait, vraiment, il y a une envie très forte, en tout cas chez les acteurs qu'on a interviewés, de faire du prototypage, l'expérimentation très rapidement. Et d'ailleurs, de beaucoup se baser sur les retours expérimentaux. Donc, effectivement, il y a beaucoup de rétroaction. Il y a une recherche documentaire, ça c'est indéniable, qui se fait, en tout cas, une recherche documentaire dure longtemps. Et aussi une documentation. Ça, on ne va pas forcément retrouver. J'accélère un peu, effectivement. Et un point fondamental, on l'a déjà dit, on le redit, la première question qu'on se pose, c'est le besoin, est-ce que c'est un besoin réel? Et si ce n'est pas le cas, on arrête le projet directement. Aussi, donc on a un certain nombre de grands principes qui ressortent, les systèmes d'utilisateurs, les étapes de conception communes à tous les acteurs. Les processus de conception ne sont pas linéaires, on a vu, les compétences et connaissances nécessaires sont multiples et variées. Il y a beaucoup de documentation qui est généralement libre d'accès et il y a une volonté d'aller rapidement à une mise en pratique et le système technique qui est adapté à son niveau. Et donc ensuite, on s'est attaqué, après le processus de conception, on s'est attaqué au cadre d'évaluation. Alors comment on a fait? On est parti du coup de la littérature scientifique, une analyse textuelle de la littérature scientifique et des entretiens donc dans la société pour arriver à un certain nombre de critères et indicateurs de la littérature et de critères et indicateurs qui, eux, proviennent des acteurs. On a mixé le tout et ça nous permet d'avoir une base de données de critères et indicateurs et on arrive à faire une catégorisation de critères dans la base de données parce que vous allez le voir,
On a beaucoup de résultats, mais c'est encore beaucoup de choses à mettre en œuvre. Donc, on a fait une analyse textuelle qui nous a donné une mind map de tous les termes utilisés actuellement dans la littérature clé et la littérature scientifique sur le low-tech. Donc, le low-tech et derrière, on avait plus de 700 termes, plus de 500 termes, je veux dire. Et du coup, on considère que ces termes-là sont des potentiels critères pour un système technique, et donc des potentielles caractéristiques, et donc potentiellement derrière ces caractéristiques, on peut mettre des indicateurs et des méthodes d'évaluation. Donc ça fait du travail, et on a eu dans le temps imparti, on a commencé du coup à créer une base de données où on rassemble ces caractéristiques, donc on choisit ensemble les caractéristiques qui nous semblent pertinentes ou non, et après on essaie de les catégoriser selon différents critères, mais c'est un travail qui prend du temps et qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Donc la suite, on aimerait bien que ça soit un travail qui soit plus contributif, un travail collaboratif, coopératif, qui permettrait de créer un commun pour l'ensemble des concepteurs, parce qu'en fait, les indicateurs de système technique de texte, c'est de la conception, donc ça peut intéresser n'importe quel type de conception. Mais pour ça, on a besoin de méthodes et d'outils plus adaptés, parce que là, on utilise un tableau coopératif que je ne vous conseille pas du tout, parce qu'il n'est pas du tout pratique. Et du coup, on a besoin vraiment de travail contributif. Et j'arrête. Voilà, donc Isabelle va vous présenter la partie perception développée par les consommateurs. Alors, en fait, le travail qu'on a mené, nous, c'était relatif aux perceptions des low-tech et leur acceptabilité par les consommateurs. Il y avait 4 questions. On essayait de regarder un peu quelles sont les pratiques low-tech. On s'est intéressé à monsieur et madame tout le monde et en prenant tout un tas de pratiques du quotidien. Et enfin, en s'intéressant, voilà, essayer de savoir où se niche le low-tech dans la vie des consommateurs, le plus souvent du low-tech qui est voilà, de M. Jourdain, du low-tech sans le savoir. Et donc, on a essayé de voir quelle représentation pouvait être associée à ces pratiques-là. Quel sens était donné à cette manière de faire. Donc, quand on choisit une option plus low-tech à la place d'une autre qui pourrait être plus high-tech, comment les gens en parlent? Est-ce que voilà, le low-tech, est-ce qu'ils évoquent le mot low-tech? Et après, on a essayé de regarder aussi, quand on leur parle de low-tech, qu'est-ce que ça leur évoque? Et puis on essaie de voir aussi si dans certains domaines, c'était plus facile d'introduire des low-tech dans d'autres domaines. Et on s'est basé sur une enquête qualitative, donc on a eu de personnes avec des profils variés. Donc vraiment, là pour le coup, contrairement à ce qui a été fait avec les lecteurs de low-tech, on n'est pas allé voir des spécialistes de la question. Et donc, là, je vais, pour les raisons de timing, j'ai choisi de me concentrer uniquement sur la question en fait, des représentations et du coup des motivations et des freins finalement qui sont associés aux pratiques plus low-tech. Donc, en gros, on a demandé aux gens, voilà, si par exemple, quand on fait la question, c'est quand on fait le ménage, quand on fait sécher le linge, est-ce qu'on prend un fil à linge ou un sèche-linge connecté, etc. Et dans plein de domaines, on a ce genre d'alternatives. Hein. On peut avoir un balai, tout simplement, on peut avoir un robot aspirateur. Et donc, en fait, l'idée, ça a été de voir quels pouvaient être, tiré de tout ça, quels pouvaient être les freins et les motivations à adopter des solutions qui sont plus, correspondent plutôt à des critères de low-tech. Donc, on est tombé sur des choses complètement pas étonnantes du tout. Évidemment, dans le choix de certaines low-tech, elles sont plus économiques, elles sont plus écologiques, et donc ça peut être des motivations pour le choix de ces options-là. Comment dire, ce qui était plus intéressant, c'était le fait qu'il y a une vraie motivation pour certains d'avoir une solution qui ne fait que ce qu'on souhaite faire, une réponse au plus près des besoins, un recentrage sur des fonctions essentielles. Et voilà, on n'est plus, comment dire, pour un certain nombre de personnes sorties de ce truc où c'est génial parce qu'on découvre plein de gadgets, donc il y en a plus qu'avant. Là, il y a une vraie satisfaction à avoir un retour sur la fonction essentielle et loin qui verbatim, de gens qui disent voilà, le four connecté où il y a la caméra qui regarde l'intérieur du four et tout. Donc, c'est voilà, j'ai besoin d'un four qui chauffe. Et donc, voilà, donc ça c'est intéressant en tout cas qu'il y ait une source de valeur associée à ça. Dans les freins, on a vu aussi donc plein de choses auxquelles on s'attendait. Effectivement, un four solaire, c'est pas forcément facile à utiliser. C'est pas, il y a des contraintes en termes d'ergonomie. Il y a des habitudes hein, dans plein de domaines où en fait on fait les choses parce qu'on les a toujours faites comme ça et c'est difficile de faire autrement. Des contraintes de temps, des contraintes d'espace. Typiquement, hein, quand on a un sèche-linge, c'est parce qu'on n'a pas forcément la place pour faire sécher son linge, par exemple. Du temps, des contraintes aussi de performance.
Et ce qui était intéressant là, qui est sorti, qu'on n'attendait pas complètement directement, c'est un vrai souci lié à l'esthétique. Donc là, j'ai pris l'image du four solaire parce que voilà, il y a un qui dit, mais ouais, c'est sympa, mais c'est vraiment moche. Et moi, j'ai eu la remarque plus tard qu'hier parce que je regarde des solutions pour mettre une douche solaire. Voilà, un endroit où en fait, j'ai regardé les solutions d'Eclotech, je ne sais pas si vous connaissez, qui émulent des photovoltaïques, les photos qu'ils mettent sur leur, c'est vraiment pas beau, quoi. Et donc, voilà, donc c'est quand même important de voir que ça peut être voilà, donc finalement, quand on regarde les motivations, les freins, et puis comment on peut traduire ça en termes de sources de valeur, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, les contraintes de temps, d'espace ou de performance, en fait, qui peuvent être des freins pour certains, c'est aussi les sources de valeur pour d'autres. Donc, ça dépend des domaines de consommation et ça dépend des individus. Mais finalement, la cafetière à l'italienne, plutôt que les dosettes, ben, c'est un temps pour respirer. Comment dire, ben, le temps carbone, une fois qu'il est replié, ça prend moins de place qu'un sèche-linge. Et la performance, là où c'était intéressant aussi, si on reprend le linge et le café, mais il y en a eu d'autres exemples. Il y en a beaucoup vous diront qu'il n'y a pas de meilleur café que voilà, la cafetière à l'italienne ou le filtre, etc. Donc, on peut avoir une performance supérieure avec des solutions plus simples. Et comment dire, et sur le fil à linge, alors c'était rigolo, mais on a eu voilà, des puristes de l'étendage au soleil qui disent qu'on ne pourra pas arriver à un meilleur résultat qu'avec un système naturel, en plus l'odeur du soleil, etc. J'espère que je ne l'ai pas mis là, mais alors, sur l'esthétique, je ne sais plus ce que j'ai oublié, mais sur l'esthétique, ça fait aussi partie d'ailleurs des freins qui peuvent devenir source de valeur parce qu'il y a aussi, dans plein de solutions low-tech, au contraire, l'idée qu'on est sur des beaux objets et donc, si on prend la cafetière ou autre, il y a plein de solutions low-tech auxquelles finalement on peut associer une valeur esthétique supérieure. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir comment on peut s'appuyer là-dessus. Non, bon, voilà. Il y en a un qui a disparu, il est écrit en blanc, il devrait être en noir, mais il y a aussi le côté dans les sources de valeur, tout ce qui est préservation des compétences. C'est-à-dire que si on fait le choix de déplier une carte papier plutôt que de sortir son smartphone avec Google Maps, on continue de savoir où est le nord, où est le sud, voilà, on développe son sens de l'orientation. Et dans plein d'autres domaines, en fait, liés à la réparabilité aussi, on a des vraies sources de valeur qui sont associées au low-tech. Donc, toute l'idée derrière ça, c'était d'essayer de mieux comprendre le rapport au low-tech, identifier des freins qui peuvent être des points de vigilance comme l'esthétique, par exemple, voilà, attention. Mais surtout, identifier des leviers, parce qu'il y a toujours un peu cette idée, il y a quand même, enfin, moi, ce que j'ai pu voir des acteurs des low-tech, souvent, ils ont un espèce comment dire, pas de complexe, mais de fait enfin, ils anticipent le fait que ça va être dur à faire accepter, que c'est vécu comme, voilà, le truc artisanal un peu austère, c'est moins, etc., c'est contraignant. Et en fait, non, il y a aussi une manière là, c'est, voilà, moi, je suis un peu mon regard de marketeur, mais de valoriser tout ça et de montrer tout le plus de valeur qu'on peut apporter avec les low-tech. Voilà. Et puis, bon, sur le concept de low-tech, j'en parle pas, mais finalement, voilà, même, c'est ça aussi, beaucoup d'acteurs disaient, ouais, mais low-tech, ouais, on dit tout le mot parce que ça fait peur. En fait, donc, enfin, nous, on a tout. Voilà. Voilà, et on passe la parole à Renal qui va vous présenter Philotech et numérique, donc plus appliqué. Moi, j'étais stagiaire chez Orange avec Marc et on a essayé d'investiguer la question, le rapport entre low-tech et numérique. Est-ce que ça a du sens de parler de numérique low-tech ou low-tech ou autre d'ailleurs? Et donc, on a divisé un peu notre travail en deux parties, une partie hardware et une partie software. Nous, on s'est intéressé d'abord à la Livebox. Alors, pourquoi la Livebox? Parce que c'était un produit qui est bien connu chez Orange. Donc, on maîtrise un peu voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. On comprend bien. On a beaucoup d'études d'impact. C'était un produit qui était accessible. On pouvait le démonter. On avait toutes les versions. On pouvait l'étudier. Et en fait, on s'est posé la question d'abord du besoin. Parce que c'est comme on l'a répété plusieurs fois, c'est la première chose qui vient avec les dossiers. Et on a récupéré un rapport d'études statistiques sur les clients. Et on s'est rendu compte de ces statistiques-là. Donc là, simplement pour les ports Ethernet et les ports USB, on se rend compte qu'ils sont globalement pas utilisés. Et on peut se demander pourquoi les concepteurs d'Orange continuent d'en mettre autant ou ne repensent pas un peu leur conception.
Et donc, pourquoi elles sont surdimensionnées. On a mené des études au sein de différents services d'Orange on a interrogé des acteurs pour comprendre leurs contraintes et pourquoi on continue de faire des livebox aussi surdimensionnés. Là, je ne vais pas avoir le temps de tout vous présenter, mais évidemment, c'est des contraintes techniques, logistiques, marketing, voilà, c'est ce qu'on retrouve de manière assez classique. Et on a essayé de réfléchir à ce que serait une livebox, on va dire lower tech. Alors, moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps dans mon stage de 6 mois de vraiment plonger dans la livebox low tech. Du coup, ce qu'on a fait au tout début, c'est toujours se concentrer sur le besoin. Et on est parti sur une étude de Livebox 3 en fait, parce que sur notre. Donc c'est une Livebox qui est un peu vieille, aujourd'hui on est à la 6. En fait, l'analyse de cycle de vie que j'ai récupérée en interne, elle était divisée en fonctions. Et donc en fait, ça m'a permis de retirer de cette ACV certaines fonctions que je jugeais inutiles ou très peu utilisées par rapport à l'étude qu'on a récupérée juste avant. J'ai refait un peu les calculs de CV. Et globalement, donc là, si on regarde un peu le graphique qui est ici, on a des gains. En fait, à chaque fois que j'enlève évidemment quelque chose qu'on juge inutile comme un écran, par exemple, l'écran de la Livebox, on peut dire qu'il ne sert pas forcément, et qu'on le remplace par des LED, par exemple, et ben, on a un gain d'impact évidemment. Et à la fin, on a sorti une Livebox 3 hypothétique minimaliste. On a nommé minimaliste et pas low-tech. Parce qu'en fait, on ne s'est pas intéressé au reste des critères low-tech, on s'est intéressé juste à la redéfinition du besoin. Et on a un gain d'environ 20-30% sur les impacts qu'on a étudiés. Alors, il faut faire attention au low-tech washing, parce que l'idée, ce n'était pas pour Orange de sortir une Livebox low-tech, parce que derrière, ils s'en serviraient pour faire du marketing. Et on ne sait pas, en redéfinissant juste le besoin et en faisant une livebox, on va dire minimaliste, on peut appeler ça du low-tech. Donc, le mot low-tech, nous, on a préféré le remplacer par lower-tech, qui est démarche low-tech, qui vise à converger vers le low-tech idéal qui n'existe pas. Et après, donc moi, mon stage, effectivement, c'était que 6 mois, donc je n'ai pas eu le temps de m'intéresser plus à la question, mais il y a des avancées en fait, qui sont un peu prometteuses sur le sujet. On peut remplacer certains composants qui sont un peu plus, je n'ai pas le terme, mais verts, et faire baisser l'impact, mais on ne sera pas sur une Livebox low-tech, puisque le numérique est par essence high-tech. Après, on s'est intéressé à la partie software. Donc, en fait, on a créé un webinaire dans le PRC. Et pour ce webinaire, on voulait faire la communication à l'extérieur. Donc, on s'est dit pourquoi pas faire un site internet, et pourquoi pas le faire low-tech ou lower-tech. Et donc, avec Romain et Alexandre, on s'est appelé à ça. Alors, nous, on n'a pas du tout de base en informatique et en codage, etc. Donc, on s'est lancé dans l'aventure un peu comme ça. Et on a essayé de créer un site qui réponde à nos besoins. Donc, c'était le critère principal. Donc, dedans, il n'y avait pas d'informations superflues et inutiles. Il n'y avait pas de récupération de données, d'outils, de comptes, de gestion de compte. Il n'y avait pas spécialement non plus de sécurité. Et donc, on a essayé de créer un site que vous pouvez voir à droite et le lien est toujours disponible. On a travaillé un peu sur tous les aspects d'un site WordPress. Donc, c'est une grande partie d'éco-conception, on ne va pas se mentir, c'est beaucoup d'éco-conception logicielle ou software. Mais comme nous, on s'est considéré comme ingénieur pas du tout du domaine, on peut dire que c'est aussi de l'appropriation par rapport aux critères qu'on a vus avec bibliothèque juste avant, du collaboratif et une réponse aux besoins, une adaptation au milieu, etc. Voilà, on a utilisé des points index pour mesurer un peu l'impact. Alors, c'était très survolé, on va dire. Mais globalement, on a bien réussi notre travail parce que rien que sur les photos, par exemple, là, vous pouvez voir 85% de réduction du poids de l'image. Et du coup, globalement, sur notre site, on a une trentaine de photos d'images. Et ces images pèsent globalement en totalité le poids d'une photo comme ça, quoi, à peu près.
Donc, on a voilà, diminué le poids du site de 85%, ce qui nous fait énormément économiser. Mais on ne peut pas non plus parler de site low-tech, vraiment. On peut parler de site lower-tech, parce que derrière, évidemment, il y a tout ce qui est classique, en fait, le data center et tout ce qui tourne derrière. Voilà, donc pour conclure, je dirais que vraiment, s'il faut retenir quelque chose, c'est que le low-tech appliqué au numérique, c'est délicat. On peut surtout parler de lower-tech et de démarche low-tech pour améliorer le numérique. Et aussi, deuxième point important, c'est en fait, on s'est demandé pourquoi pas plutôt utiliser le numérique pour déployer le low-tech. Et voilà, en fait, la question, c'est pourquoi pas utiliser le numérique comme un outil pour vraiment faire connaître la démarche, voilà, faire communiquer, etc. Alors, je passe rapidement à la conclusion. Donc, en termes de conclusion, voilà, ce projet donc, il a permis de mieux cerner les concepts et le mouvement francophone qui le porte en explorant les frontières du concept low-tech, et ça nous a permis d'identifier 7 principes clés. Ça nous a permis d'observer un style de vie ainsi qu'une manière d'être qui implique sur le choix des concepteurs. Et tout ça grâce au retour d'enquête des particuliers, des acteurs socio-économiques, et aussi de faire des propositions concrètes pour accélérer la dynamique du mouvement, avec les premières étapes d'un outil d'aide à la conception globale de systèmes techniques de tech, avec donc une application réelle avec Orange, et puis avec aussi l'ensemble des collaborations et des partenariats qui ont émergé pour pouvoir poursuivre les travaux. Donc, comme l'a dit Pénade juste précédemment, on a réalisé un webinaire low-tech recherche ingénierie auquel vous avez peut-être assisté le 29 juin 2021. Et donc, le site a permis de communiquer sur ce webinaire. Voilà la liste des livrables du projet qui ont été réalisés. Donc, pas mal, beaucoup de livrables qui correspondent à chacune des étapes finalement du projet pendant cette durée. Le livrable final, alors on a eu un peu de retard aussi parce que Stéphane, ils sont absents, c'est lui qui a le fichier. On attend qu'ils reviennent. Et puis, voilà les éléments de valorisation des travaux en termes de conférences, d'articles qui ont été réalisés, qui sont en cours d'écriture afin de permettre voilà, de bien asseoir. Et bien sûr, nous utilisons de chaque activité. Ne t'inquiète pas, de Monique, on va faire les choses correctement. Et voilà, on veut quand même remercier le réseau écologique pour le soutien financier qui nous a permis quand même de bien avancer dans la compréhension et la maîtrise de ce concept. Voilà, c'est un peu long. Merci pour ce beau travail. Peu de questions, parce que